À tous les jeunes israélites de l'univers, en captivité aux quatre coins de la terre, je dédicace Castéji. Hey, shalom, shalom, c'est l'officier Joseph de l'Esprit de Vérité. Donc, je vais vous poster une petite vidéo. Ce que je vous conseille, c'est de le regarder avec des yeux spirituels. Et sur ce, je vais vous donner une petite écriture. On est dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1er. On va aller directement au verset 9. Vous connaissez l'expression « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Eh ben, la Bible est un livre de vérité. Cette petite vidéo que je fais, avec les vidéos que je vais vous mettre, vous allez regarder ça attentivement. Vous allez voir les mêmes choses qui se faisaient aux années 40 se reproduisent aujourd'hui. Ce qui se passait jadis, ça se reproduit aujourd'hui. On est dans Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9. Les choses qui ont été, c'est-à-dire qui ont été faites, celle qui sera, les choses à venir, et celle qui est faite, et celle qui se fera, faite, et il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Verset 10. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire, voici c'est nouveau? Elle a déjà été depuis les temps anciens. C'est-à-dire, vous allez regarder bien cette vidéo et vous verrez les mêmes choses qui sont en train de se reproduire qui étaient avant nous. Donc, cette vidéo parle de ce qui s'est passé aux années 40. L'association des socialistes avec ceux qui étaient au pouvoir et le FN. D'accord? Et à l'époque, les années 40, c'était Hitler. D'accord? Donc vous allez voir exactement les mêmes choses qui sont en train de se reproduire quand vous voyez qu'il y a une minute de silence qui est fait pour un néo-nazi, paix à son âme. On ne devrait pas appeler ça une marche, mais une parade de néo-nazis qui s'organise avec la complaisance, voire la complicité en fait du gouvernement depuis presque une semaine. Je suis un peu étonnée. Et les socialistes sont en train de s'associer avec les macronistes, qui sont en train de s'associer avec le Front National. Moi, je suis d'aucune partie. Et la partie dont je me revendique, c'est l'esprit de vérité. Je suis du côté du Seigneur Jésus-Christ, le Black Messiah. Parce que Jésus-Christ, dans la Bible, dans la Révélation chapitre 1er, versets 14 et 15, c'est un homme noir. Et vous allez le voir, tout œil le verra quand il va venir sauver son peuple. Car les vrais juifs de la Bible sont les descendants de l'esclavage. Ces gens-là, ceux qui nous font le temps Mossad, ils sont installés depuis jadis. Et c'est eux-mêmes qui sont à la manette. Là, ils nous montrent leurs vraies intentions. Vous voyez? Quand vous voyez que tout ce qu'ils font, ils se cachent plus, ils font des manifestations. Moi, je suis pas mélanchoniste, je suis d'aucune partie terrestre. J'ai pas pour but de voter, machin, pour qui que ce soit pour me commander. Mais je suis dans un pays où je respecte les règles du pays, d'après Romains 13. Vous voyez? Moi, je suis un Israélite de la tribu de Juda et j'applique les lois et les commandements dans le respect du pays. Mais je ne vote pas. Je participe pas à toutes ces manifestations. On prépare la venue de notre Seigneur qui vient nous délivrer justement de la main de tous ceux qui nous haïssent et qui nous tiennent en captivité. D'accord? Ayez l'œil intelligent et spirituel et vous verrez que la Bible est un livre de vérité. Il n'y a que les Israélites qui peuvent vous prédire ce qui s'est passé dans le passé, l'avenir, le présent et le futur. Parce que cela nous a été donné. Rien qu'à nous, pas aux autres nations. Toutes les interprétations qui viennent des autres nations, comme les Édomites, ceux qui nous gouvernent, les Mélenchon, les Macron, tout ça, quand vous les voyez faire des vidéos et interpréter la Bible, ils sont à côté de la plaque, ils n'ont rien à voir. Parce que seuls ceux qui ont écrit la Bible peuvent vous dire ce qui s'est passé. Et ça a été donné uniquement aux Israélites. D'ailleurs, on va aller dans le psaume 147, le verset 19 et 20. Écoutez bien. Psaume 147, le verset 19. Il a manifesté sa parole à Jacob, c'est-à-dire uniquement aux Israélites, les descendants de l'esclavage. Ses statuts, ses jugements à Israël, les 12 tribus d'Israël. Verset 20. Il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation, ni les Édomites qui sont les Européens, les Caucasiens, ni les Ismaélites qui sont les Arabes, ni les Ammonites, les Japonais, ni les Moabites. En sorte, les autres nations ne connaissent pas. Et il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vous voyez? Parce que ces oracles ont été donnés uniquement à nous.
On va aller dans la Bible encore. Comme ça, vous allez voir, il n'y a que nous qui peuvent interpréter, parce que les clés ont été données uniquement à ses enfants, les 12 tribus d'Israël. On va dans Romains, chapitre 3, le verset 1er. Écoutez bien. Quel avantage, alors, a le juif? Ou quelle utilité y a-t-il en la circoncision? Beaucoup, en tous sens, principalement parce que c'est à eux que furent confiés les oracles de Dieu. Écoutez bien, verset 3. Car, qu'en est-il si quelqu'un n'ont pas cru, si vous croyez ou pas, moi ça me fait une belle jambe, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Le fait qu'il nous ait donné les oracles à nous, de pouvoir interpréter, de pouvoir expliquer à notre peuple, ça s'adresse uniquement aux 12 tribus d'Israël, qui sont les Afro-Américains latinos, Guadeloupéens, Martiniquais, Burkina, Congo, Faso, Cap-Vert, île Maurice, Réunion, Seychelles, Madagascar, Comores, tous ceux qui sont restés en Afrique, et tous ceux que j'ai oubliés, les descendants de l'esclavage, c'est vous les vrais juifs de la Bible. C'est à vous que ça s'adresse. Maintenant, si vous voulez apprendre, venez vous abonner. D'abord, abonnez-vous à mon TikTok, l'Esprit de Vérité, à Joseph Dream, et venez l'Esprit de Vérité, l'école de l'Esprit de Vérité, pour apprendre qui vous êtes, apprendre à observer les lois et les commandements. C'est par amour qu'on fait toutes ces choses, parce que ça peut vous sauver la vie. Après, you got the choice, c'est vous qui avez le choix. Voilà. Faites en sorte de faire le bon choix. Sur ce, je vous dis shalom. Je vous aime de tout mon cœur. C'était l'officier Joseph. Shalom. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Et puis qui continue de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Le 24 octobre 1940, le maréchal Philippe Pétain rencontre Adolf Hitler à Montoire sur le Loir pour sceller la politique de collaboration entre Vichy et l'Allemagne nazie. Cette rencontre, préparée en secret par Pierre Laval, vice-président du Conseil, et Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, n'est en réalité que l'aboutissement inexorable du déclin français amorcé une dizaine d'années plus tôt. Après la guerre, dire que Philippe Pétain et Pierre Laval ont été les principaux artisans de la collaboration d'État est une réalité historique. Mais en regardant de plus près leur parcours personnel, on comprend vite que cette période est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Le maréchal Pétain est un ancien militaire à la retraite, conservateur et catholique. Pierre Laval est lui un ancien socialiste, laïque, qui a migré progressivement vers le centre droit à la fin des années 1920. À première vue, tout les oppose. Rien ne les prédestinait à travailler ensemble. Et pourtant, ils se sont retrouvés à défendre le même projet politique. Derrière le roman national traditionnel, au clivage bien tranché, se cache en réalité une multitude de trajectoires individuelles qui font sauter les digues et tomber les masques. Alors remontons le temps et arrêtons-nous juste après la Première Guerre mondiale pour comprendre comment cette catastrophe, on revient au sujet de la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, la Première Guerre mondiale est un traumatisme pour la grande majorité des Français et pour la classe politique. Même si la France en sort victorieuse, entre 20 et 25% de la classe d'âge mobilisée des 20 à 40 ans sont morts ou mutilés et plus personne n'a envie de revivre cette épreuve. Depuis 1919, la Troisième République est dirigée par des gouvernements centristes de gauche, incarnés par Aristide Briand et sa politique de réconciliation franco-allemande actée en 1925 par les accords de Locarno. En 1927, à gauche, une nouvelle génération dite réaliste émerge avec à sa tête Jean Lucher. Jean Lucher, c'est un jeune journaliste de 26 ans, pacifiste et pro-allemand qui fonde en 1927 le journal Notre Temps. Dans ses colonnes, il critique le traité de Versailles, jugé trop sévère pour l'Allemagne, et défend l'idée
d'une alliance d'amitié entre les deux pays. En Allemagne, dans les milieux pacifistes, Otto Abetz, un jeune de 24 ans, milite lui aussi pour le rapprochement franco-allemand. En 1927, il prend contact avec Jean Lecher et vient le rencontrer à Paris. Une amitié se noue, ils organisent alors des rencontres franco-allemandes qui progressivement deviennent un véritable réseau. En 1929, le krach américain plonge l'Europe dans la crise. Et les radicaux socialistes qui se succèdent au gouvernement sont de plus en plus taxés d'incompétence par les oppositions. À gauche, pour Fernand Loriot et Marcel Cachin, deux piliers fondateurs du Parti communiste français, cette république est un régime bourgeois et corrompu. Ils militent pour la révolution, veulent renverser la République par la force et la remplacer par un État socialiste. À droite, trois courants de ligue d'extrême droite combattent eux aussi la Troisième République. La première et la plus importante, c'est l'Action française de Charles Maurras, un royaliste athée. Elle accuse les juifs et les francs-maçons de diriger l'État et se bat pour un retour à la monarchie. La deuxième est issue de la bourgeoisie catholique traditionnelle, les jeunesses patriotes de Pierre Tintinger. Eux veulent garder la République, mais la rendre plus responsable, moins naïve, ancrée dans un ordre catholique et anticommuniste. La troisième, les Croix de Feu du colonel François Delarocque, regroupe surtout des anciens combattants de 14-18 qui ont chevillé au corps le culte du chef et prônent eux aussi une république aux valeurs catholiques. Toutes ces ligues sont moins pacifistes et se sont toujours méfiées de l'Allemagne, et d'autant plus depuis la montée du national-socialisme. C'est pour eux l'ennemi héréditaire à combattre à tout prix. En 1933, Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne avec des discours sans ambiguïté sur ses intentions. Pourtant, en France, notamment à la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, incarné par Léon Blum, on continue de croire à la possibilité d'une entente diplomatique et personne ne voit le danger quand l'Allemagne commence à se réarmer. Même si les positions économiques et socialistes de Léon Blum sont de plus en plus contestées au sein du parti, par exemple avec Marcel Déat qui s'oppose à sa rigidité idéologique marxiste et à son manque de réalisme. Marcel Déat, c'est un agrégé de philosophie, ancien capitaine d'infanterie pendant la Grande Guerre, député de la Seine et comme tous les membres de la SFIO, très pacifique. Mais lui imagine un socialisme plus autoritaire et plutôt centré sur des principes de moralité nationalistes et patriotiques comme ceux d'Hitler. Il quitte alors la SFIO de Blum et s'allie avec le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, et le député du Var, Pierre Renaudel, pour former le Parti socialiste de France, un courant néo-socialiste pacifiste avec pour slogan l'ordre, l'autorité et la nation contre le bolchevisme. Au Parti communiste, les lignes bougent aussi. Jacques Doriot, un jeune ouvrier responsable des jeunesses communistes dans les années 20, au discours affûté contre le militarisme et le colonialisme, gravit rapidement les échelons du Parti communiste français. Il est élu député de la Seine en 1924 et maire de Saint-Denis en 1931. Comme Léon Blum, il est pacifiste et milite pour construire un front commun entre communistes et socialistes contre le fascisme pour éviter la guerre. Mais le Parti communiste français, qui reçoit ses ordres du Comintern à Moscou, impose la ligne classe contre classe et refuse toute alliance avec les socialistes. Entre 1932 et 1933, trois gouvernements successifs de centristes proposent de monter les crédits militaires pour contrer la menace hitlérienne. Léon Blum, fidèle à son pacifisme moral, refuse de voter les crédits. Il va même jusqu'à proposer le désarmement de l'armée française dans l'illusion qu'Hitler ferait de même pour sauver la paix. L'extrême droite, elle, n'arrête pas d'alerter sur le danger national-socialiste allemand. Elle accuse les socialistes d'être trop pacifistes et naïfs face à Hitler et les bolcheviks d'être une réelle menace pour la nation. La Troisième République, déjà critiquée dans sa gestion de la crise et par la découverte de plusieurs scandales, est de plus en plus fragilisée avec l'affaire Stavinsky qui éclabousse une partie de la classe politique centriste au pouvoir
et met le feu aux poudres. Le gouvernement de Camille Chautemps est obligé de démissionner. Le 6 février 1934, des dizaines de milliers de manifestants des ligues d'extrême droite descendent dans la capitale pour protester contre la classe politique qu'ils accusent d'être corrompue et contre le nouveau gouvernement Daladier qu'ils estiment illégitime. Les manifestants crient « À bas les voleurs !» Dans la rue se trouvent Eugène Deloncle et Jean Filliot de l'Action française, deux futurs cagoulards. On y croise aussi Jean Ibarnégaret, Pierre Puchot, Xavier Vallat et Louis Darquier de Pellepoix, tous futurs ministres sous Vichy. En début de soirée, un coup de feu claque au milieu des manifestants. La protestation éclate en violence et au petit matin, on dénombre 14 morts, dont un policier et plus de 1500 blessés de part et d'autre. Dans le milieu intellectuel de droite, Robert Brasillac, un jeune normalien, commence à s'intéresser à la politique après cette émeute. Il se rapproche alors de l'Action française de Charles Maurras et, comme lui, se méfie de l'Allemagne. 3 jours plus tard, Gaston Doumergue forme un nouveau gouvernement d'union nationale pour rétablir l'ordre avec Philippe Pétain et Pierre Laval comme ministres. À gauche, une grande manifestation antifasciste est organisée le 12 février, accompagnée d'une grève générale de la CGT. La SFIO de Léon Blum et le Parti communiste de Maurice Thorez s'unissent pour la première fois. C'est le début du rapprochement des gauches, si souvent réclamé par Jacques Doriot. Dans ce défilé se trouvent plusieurs syndicalistes de la CGT, René Belin, Georges Dumoulin et Ludovic Zoretti, qui rejoindront plus tard Vichy. À leur côté marchent Paul Faure, Charles Spinasse, Paul Rive et Gaston Bergerie, eux aussi iront à Vichy. En juin 1934, Jacques Doriot est définitivement exclu du Parti communiste pour avoir osé réclamer l'alliance avec les socialistes et la rupture avec la tutelle de Moscou. En 1936, le Front populaire de Léon Blum et Maurice Thorez remportent les élections. À peine au pouvoir, Léon Blum dissout les ligues d'extrême droite le 18 juin 1936. Aussitôt, 2 anciens membres de l'Action française, Eugène Deloncle et Jean Filliol, créent l'organisation secrète d'Action révolutionnaire nationale qui rentrera dans l'histoire sous le nom de la Cagoule. Cette organisation est financée par de grandes industries, comme les peintures Paulin, les huiles Le Sueur, Renault, les ciments Lafarge, les apéritifs Cointreau, Saint-Gobain, Michelin et L'Oréal qui craignent de voir leur fleuron économique passer aux mains des bolcheviks. La Cagoule est à l'origine d'attentats et d'assassinats qui font de nombreuses victimes dans les rangs des républicains, communistes, socialistes et syndicalistes. En juin 1936, Jacques Doriot crée le Parti populaire français avec Paul Marion, un journaliste de l'Humanité, et Henri Barbet, un ancien des jeunesses socialistes. En 1937, Alphonse de Chateaubriand sort La Gerbe des forces, un hommage vibrant, assumé aux théories du national-socialisme hitlérien. Marc Augier, jeune journaliste socialiste de 28 ans, très engagé dans les auberges de jeunesse, tombe par hasard sur ce livre. Pour lui, c'est une évidence, une révélation. Il dit s'être trompé sur toute la ligne. Il tourne le dos aux idées socialistes et commence à adhérer au nationalisme. En 1937, Robert Brasillac devient rédacteur en chef du journal Je suis partout. Après son voyage au congrès de Nuremberg en septembre, il écrit qu'il y a du positif dans l'idée nationale-socialiste d'Hitler et milite pour des pourparlers de paix avec l'Allemagne. Pendant que la France du Front populaire s'effondre économiquement en 13 mois et que Léon Blum est renversé par un vote de défiance des députés, l'Allemagne avance ses pions. Après l'annexion de l'Autriche, Adolf Hitler réclame le regroupement des territoires germanophones perdus en 1918, comme les Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain va à sa rencontre pour tenter de trouver un compromis. Mais Hitler reste inflexible. Il menace même d'envahir la Tchécoslovaquie si ses exigences ne sont pas satisfaites. Les 29 et 30 septembre 1938, sous l'impulsion de Benito Mussolini, une conférence est organisée à Munich, réunissant Hitler, Chamberlain, Édouard Daladier
et Mussolini. Les Français et les Britanniques acceptent la cession des Sudètes à Hitler à condition qu'il en reste là. Le Führer est d'accord et promet en échange une garantie de non-agression sur le reste du territoire tchécoslovaque. C'est les fameux accords de Munich. Le 4 octobre 1938, Édouard Daladier réunit la Chambre des députés pour demander les pleins pouvoirs en vue de réarmer et de préparer la France à la guerre, au cas où Adolf Hitler ne s'arrêterait pas aux Sudètes. La majorité des députés votent pour, les communistes contre et les socialistes s'abstiennent sur consigne de Léon Blum. Au congrès de Montrouge, 2 mois plus tard, la SFIO vole en éclats. Pelfort, numéro 2 du parti, s'oppose fermement aux prises de position de Blum qu'il juge trop proches des orientations centristes d'Édouard Daladier sur la question du réarmement. Le parti se divise alors en deux. Environ un tiers des militants se rangent derrière la ligne très pacifiste de Pelfort. Le parti communiste, beaucoup plus discipliné, reste soudé derrière Maurice Thorez, même si Marcel Giton, numéro 3 du parti, après le pacte germano-soviétique de non-agression, commence à prendre ses distances avec la ligne officielle. En septembre 1939, l'Allemagne et l'Union soviétique envahissent la Pologne. Dans la foulée, le gouvernement Daladier déclare la guerre à l'Allemagne. Le Parti communiste est dissous et interdit pour avoir refusé de critiquer l'agression soviétique. Son chef, Maurice Thorez, déserte l'armée française et rejoint l'Union soviétique pour se réfugier à Moscou. Il sera condamné à 6 ans de prison et déchu de sa nationalité française. Les communistes sont aussi accusés de sabotage dans les usines d'armement, comme en décembre 1939, chez Renault, à Boulogne-Billancourt, sur des chars. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Paris, déclarée ville ouverte. Quelques jours plus tard, Jacques Duclos, accompagné par d'autres camarades communistes, se rendent à la Kommandantur de Paris pour demander l'autorisation de réimprimer l'Humanité, interdit depuis plusieurs mois. Les autorités allemandes donnent leur accord. Mais le gouvernement de Pétain, installé à Bordeaux, demande au préfet de bloquer sa publication. Le 10 juillet 1940, les députés et sénateurs de la Troisième République, hors communistes, se réunissent à Vichy pour voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Dans les coulisses, Pierre Laval tente en toute discrétion de convaincre à gauche comme à droite que les querelles politiques n'ont plus d'importance et que la République doit disparaître au profit d'un intérêt commun entre Français et Allemands. Ce discours rassemble une majorité de députés pourtant très éloignés idéologiquement, comme Charles Spinas, socialiste pacifiste, et Xavier Vallat, député indépendant ouvertement antisémite. Les collaborateurs commencent à abattre leurs cartes. Jacques Doriot se rend à Vichy pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, Adrien Marquet, et élaborer un plan ensemble pour évincer Pierre Laval. Mais Laval l'apprend. Adrien Marquet est démis de ses fonctions et retourne dans sa mairie de Bordeaux. Marcel Déat, lui aussi, se rend à Vichy pour proposer à Pétain la création d'un parti unique de type fascisant inspiré du modèle italien de Benito Mussolini. Mais le maréchal refuse catégoriquement cette option. Déat n'a plus rien à faire à Vichy. Comme Jacques Doriot, il remonte sur Paris. À Vichy, d'anciens syndicalistes comme René Belin, ancien numéro 2 de la CGT, est nommé ministre du Travail. Il est à l'origine de la refonte complète de la Charte du travail qui transforme en modèle corporatiste avec des règles sociales entièrement redéfinies. Les syndicats traditionnels sont dissous et remplacés par 5 syndicats de branches professionnelles obligatoires organisés autour de l'industrie, l'agriculture, le commerce, les cadres et les fonctionnaires. Pour les pacifistes de gauche comme Charles Spinas et Pelfort, Vichy assure la paix avec l'Allemagne et comme eux, une partie de la gauche pacifiste se rallie au pétainisme. À Paris, Otto Abetz, l'ancien pacifiste des années 1920, passé depuis au national-socialisme, est nommé ambassadeur d'Allemagne en France. Otto Abetz n'a pas oublié son vieil ami Jean Lucher, à qui il confie la présidence du groupement corporatif de la presse quotidienne parisienne. Les journaux autorisés couvrent un large spectre politique à l'exception de l'extrême gauche.
À l'extrême droite, 2 hebdomadaires pro-allemands, Je suis partout de Robert Brasillac, dominent en nombre de tirages La Gerbe, dirigée par Marc Augier. À gauche, Les Nouveaux Temps de Jean Luchaire, L'œuvre de Marcel Déat, Germinal de Claude Jamay, Le Cri du Peuple de Jacques Doriot et L'Effort de Charles Spinasse s'inscrivent eux aussi ouvertement dans une ligne pro-allemande. D'autres quotidiens comme Paris Soir, Le Matin et Le Petit Parisien sortent avec une ligne éditoriale collaborationniste validée par les autorités allemandes. Du moment que la presse critique le bolchevisme, le capitalisme anglo-saxon, elle est acceptée sans problème. À Paris, Marcel Déat lance le Rassemblement national populaire en février 1941 pour concurrencer le Parti populaire français de Jacques Doriot. Il arrive même à débaucher 2 anciens compagnons de route de Doriot, Henri Barbet et Pierre Sellor. Déat et Doriot se haïssent, mais ils partagent la même ambition, écarter Philippe Pétain pour prendre sa place. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie rompt le pacte germano-soviétique et lance l'opération Barbarossa. Pour les collaborationnistes parisiens, la guerre contre le bolchevisme devient une priorité. Et pour les communistes, le rêve d'une Europe partagée entre nazis et bolcheviques s'effondre. Le 8 juillet 1941, Eugène Deloncle, Jacques Doriot, Marcel Déat et Pierre Constantini s'associent et forment la Légion des volontaires français pour combattre aux côtés de l'armée allemande en Russie. Doriot s'engage et part combattre sur le front Est. Un mois plus tard, en août, Philippe Pétain crée le service d'ordre légionnaire, une organisation paramilitaire pour défendre la Révolution nationale et assurer l'ordre dans la zone libre. L'organisation est confiée à Joseph Darnan. Sa doctrine est articulée autour de 21 points, comme l'autorité, le nationalisme, l'antisémitisme et l'anticommunisme. Parmi les recrues, Paul Touvier, qui, comme François Mitterrand, a milité en 1936 dans le Parti social français du colonel de la Roque. Pour la propagande, Vichy fait confiance à Paul Marion, l'ancien journaliste de l'Humanité, au secrétariat général à l'information. Au même moment, Moscou, qui est attaqué, demande aux communistes français de s'engager dans la lutte armée contre les Allemands et les collabos. Marcel Giton, qui s'est rapproché des idées de Jacques Doriot et écrit des articles dans son journal Le Cri, est pour eux une cible prioritaire. Le 5 septembre 1941, il est assassiné par Marcel Gretagne, un militant communiste du groupe Valmy. En octobre 1941, Otto Abetz demande à Pétain de confier les clés du gouvernement de Vichy à Pierre Laval, écarté en décembre 1940, afin de renforcer la lutte contre les bolcheviks. Pour les Allemands, les partisans et les communistes deviennent une menace que Vichy traite avec trop de laxisme. Au début de l'année 1942, sur le front Est, la Wehrmacht est en difficulté et ses pertes s'accumulent. La Légion des volontaires français est également lourdement impactée par l'hiver russe. En janvier, Jean-Hérold Paqui, journaliste radiophonique engagé dans la guerre de propagande en Espagne, aux côtés des nationalistes franquistes, rejoint le Parti populaire français de Jacques Doriot et devient célèbre avec sa chronique militaire sur Radio Paris, dans laquelle il répète inlassablement que l'Angleterre, comme Carthage, doit être détruite. Un jeune officier qui s'est évadé d'un camp de prisonniers en Allemagne et qui est issu de la mouvance des ligues d'extrême droite, François Mitterrand, entre dans l'administration Vichy au commissariat général aux prisonniers de guerre sous le gouvernement de Laval. Pour renforcer la lutte contre les attaques communistes, Laval choisit de faire confiance à un autre jeune, un jeune préfet de 33 ans, René Bousquet, comme secrétaire général à la police. Il demande aussi au ministre de l'Intérieur, Pierre Puchot, de créer un service de police anticommuniste. Puchot met également en place des tribunaux d'exception, les sections spéciales de la Cour d'appel de Paris, qui condamnent à mort 6 militants communistes dont le député Jean Catelat. Après l'assassinat du colonel Karl Hotz le 20 octobre 1941 à Nantes par le commando communiste de Gilbert Brousselin, Adolf Hitler, furieux, exige l'exécution de 100 Français
pour la mort d'un Allemand. Pierre Puchot fournit aux Allemands une liste de 61 otages communistes déjà incarcérés au camp de Châteaubriand. 17 noms de cette liste, plus 10 autres, ajoutés par les Allemands, dont le jeune Guy Moquet, sont fusillés à Châteaubriand le 22 octobre 1941. Otto Abetz demande à Laval encore plus de coopération militaire. Laval charge alors le général Eugène Bridoux, secrétaire d'État à la guerre, d'adapter l'armée française aux exigences et aux besoins de la Wehrmacht. Et Laval confie à Fernand Brinon le soin d'assurer que Vichy applique bien les directives de Berlin en tant que principal intermédiaire avec les autorités allemandes à Paris. Le 16 juillet 1942, René Bousquet organise la rafle du Veldiv, au cours de laquelle environ 13 000 juifs sont arrêtés avant d'être déportés vers les camps de la mort allemands. À l'été 1942, de nouveaux volontaires mieux entraînés comme Marc Augier partent combattre les bolcheviks en Biélorussie aux côtés des troupes allemandes. Pour soutenir l'effort de guerre, Fritz Hockel ordonne à Vichy l'envoi de 250 000 travailleurs français vers les usines d'armement allemandes. Laval lance alors la relève avec l'idée de libérer un prisonnier français contre 3 travailleurs. À Paris, Jean Luchaire organise des soirées qui attirent le gratin des milieux artistiques, mais aussi les criminels de l'occupation, comme les parrains de la Carlingue, Henri Lafont, et Pierre Bonny, la Gestapo française du 93 rue Lauriston. Fin janvier 1943, le service d'ordre légionnaire est transformé en milice française, toujours sous les ordres de Joseph Darnan. Philippe Henriot, ancien député de Bordeaux, anti-maçon, anti-laïque, antisémite et surtout anticommuniste, s'engage dans la milice. Elle intensifie alors la traque contre les communistes et contre tous les opposants au régime de Vichy. En février, l'Allemagne réclame toujours plus de main-d'œuvre. Alors Vichy instaure le STO, le service de travail obligatoire. Pour échapper à cette obligation, un grand nombre de jeunes se lancent dans la clandestinité et la résistance. Le 6 janvier 1944, Philippe Henriot est nommé secrétaire d'État à l'information. Il utilise alors ses talents d'orateur à la radio tous les jours pour défendre Pétain et sa politique, allant même jusqu'à dire, comme Laval, qu'il souhaite la victoire allemande pour éviter que l'Europe ne tombe dans le bolchevisme. Au Rassemblement national populaire de Marcel Déat, Georges Albertini, secrétaire général du parti, reste persuadé que l'Allemagne peut encore gagner la guerre. Le 16 mars 1944, à quelques mois du débarquement, Marcel Déat est nommé ministre du Travail par Philippe Pétain à la demande des Allemands. Georges Albertini devient alors son directeur de cabinet. Après le débarquement du 6 juin 1944, la France se libère ville après ville et la chasse aux traites est lancée. Le 28 juin 1944, à l'aube, dans son ministère de la rue de Solferino, Philippe Henriot est assassiné par un commando du Comac dirigé par Charles Gonard. Fin août, après la libération de Paris, les Allemands transfèrent tous les collaborateurs et les collaborationnistes au château de Sigmaringen en Allemagne. C'est la fin du régime de Vichy. En février 1945, Jacques Doriot, qui tentait de rejoindre le groupe, est tué lors d'un mitraillage aérien allié sur une route de campagne allemande. Le 23 avril 1945, la première armée française du général Jean de Lattre de Tassigny s'approche du château de Sigmaringen. Pour la grande majorité des collaborateurs et des collaborationnistes, la route s'arrête ici. Certains sont arrêtés sur place, d'autres réussissent à fuir. C'est le cas de Marcel Déat et d'Eugène Bridoux, tous deux condamnés à mort par contumace. Déat arrive à se cacher dans un couvent de Turin, sous le nom du professeur Leroux. Il meurt en 1955. Eugène Bridoux se réfugie en Espagne franquiste, où il meurt lui aussi en 1955. Pierre Laval, Fernand de Brinon, Joseph Darnan, Jean Luchaire, Robert Brasillac, Pierre Puchot, Jean-Hérold Paqui et Georges Suarez sont condamnés à mort et exécutés. Philippe Pétain est également condamné à mort, mais il est finalement gracié par le général de Gaulle. Sa peine est commuée
à la détention à perpétuité. Il meurt au fort de Portalet en 1951 à l'âge de 95 ans. Pierre-Antoine Cousteau, Lucien Rebattet et Alain Lobreau sont condamnés à mort pour avoir soutenu activement la collaboration dans le journal Je suis partout. Les peines de Cousteau et Rebattet sont commuées aux travaux forcés à perpétuité. Tous deux sont libérés après quelques années de détention. Lobreau, réfugié en Espagne, échappe à l'exécution et rentre libre en France en 1953. Henri Barbet et Pierre Sellor sont condamnés à 5 ans de prison assortis de la déchéance nationale. Georges Albertini est condamné à 5 ans de travaux forcés. Et Marc Augier est quant à lui condamné à la déchéance nationale. Si vous voulez protéger votre vie privée en ligne et accéder à du contenu bloqué partout dans le monde, pensez à CyberGhost VPN. Avec plus de 100 pays disponibles, plus de 40 plateformes de streaming débloquées et une offre à 2,03 € par mois, c'est clairement un excellent plan. Le lien est en description avec 4 mois offerts et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, donc 0 risque. Un grand merci à vous de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Quant à moi, je vous dis à très vite.